Je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire proposé par le CSTB Formation. Nous sommes très ravis de vous accueillir aussi nombreux sur ce nouveau webinaire. Donc, le webinaire aura pour thème aujourd'hui l'humidité et les transferts hygrothermiques. Donc, au programme, quels sont les enjeux pour l'enveloppe du bâtiment? Il y aura aussi une présentation de certaines pathologies liées à l'humidité. Ensuite, on passera à la garantie qualité pour la pérennité de l'enveloppe. Une petite présentation des formations associées au sujet. Et puis, on prendra un petit peu de temps pour répondre à vos différentes questions. Donc, on a estimé la durée du webinaire à 45 minutes. Il est possible qu'on puisse déborder sur 1 heure au grand maximum. Donc, vos micros sont coupés pour l'intervention. Par contre, vous avez la possibilité de poser des questions via l'onglet questions. Et on y reviendra en fin de webinaire pour pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil du webinaire, de façon à ce qu'on puisse prendre le temps d'y répondre en fin de webinaire. Je serai accompagné de Lucille Soudani, qui est ingénieure recherche et expertise au CSTB, à la direction enveloppe du bâtiment. Également François Monet, qui est responsable du pôle physique de l'enveloppe et innovation chez Wigwam Ingénierie. Et puis moi-même, Abou Traoré, chef de projet au CSTB Formation. Je vous propose, avant de commencer, de vous faire participer un petit peu en lançant un petit sondage. Donc, une question va s'afficher, je vous laisserai un petit peu de temps pour y répondre. Donc, la question, la voici. Selon vous, les désordres liés à l'humidité représentent soit 18% des désordres répertoriés, 37% des désordres répertoriés ou 64% des désordres répertoriés? Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour répondre à la question. Selon vous, les désordres liés à l'humidité sont présents dans 18% des désordres répertoriés, 37% ou 64% des désordres répertoriés? Je propose de clôturer le sondage et vous partagez les résultats. Alors, vous êtes 5% à estimer que les désordres liés à l'humidité sont présents dans 18% des désordres répertoriés. 43% à penser que la réponse est 37% des désordres répertoriés. Et la bonne réponse, c'est qu'on les retrouve dans 64% des désordres répertoriés. Donc, pour aborder le sujet enveloppe et humidité, je vais passer la main à Lucille. Bonjour à tous, merci à vous pour cette présentation. Je vois toujours le sondage. C'est bon, merci. Alors, bonjour à tous, merci pour votre présence à ce webinaire. Alors, pour me présenter un peu plus en détail, je m'appelle Lucille Soudani, je travaille au CSTB dans la direction enveloppe du bâtiment, comme a déjà mentionné Abou. Cette direction enveloppe du bâtiment, elle est composée de 3 divisions. Une qui est chargée de l'évaluation et de la certification des produits de l'enveloppe. Une qui est chargée des essais en laboratoire, à laquelle j'appartiens. Elle est liée à la recherche et aux expertises. Donc la division recherche et expertise et les thématiques de recherche sur lesquelles je suis amenée à travailler sont les transferts hygrothermiques de façon générale dans les projets de recherche et dans le cas de l'évaluation de l'aptitude à l'emploi des composants d'enveloppe. Des questions qui sont liées à la durabilité, car comme on le verra un peu plus en détail, l'humidité affecte beaucoup les matériaux et notamment par l'apparition des pathologies et donc la durabilité des composants. Et enfin, les pathologies qui sont étudiées un peu plus spécifiquement comme les risques de développement fongique et les remontées capillaires. Alors tout d'abord, une diapo pour définir ce qu'est l'enveloppe du bâtiment et ce qu'on entend par l'enveloppe, parce que c'est un terme qui n'est pas forcément tout le temps utilisé et bien
est bien compris. Alors l'enveloppe, c'est la barrière physique qui existe entre les environnements intérieurs et extérieurs qui vont entourer la structure. Donc c'est elle qui va assurer l'isolation du bâtiment au regard de l'eau et de l'air. Elle est composée notamment de la toiture, des parois, des portes et des fenêtres, des fondations pour assurer l'étanchéité avec le sol. Et c'est tous ces éléments d'enveloppe-là qui font l'objet d'études liées à l'humidité dans ma direction. Donc on comprend le rôle central de cette enveloppe pour assurer à la fois la performance et la pérennité du bâti, mais également le confort des occupants. Alors maintenant, on va regarder un peu plus les questions qui sont liées à l'humidité dans cette enveloppe et dans le bâtiment de façon générale. Donc il faut savoir que l'humidité a une multitude de sources et d'origines. Donc elles peuvent être dues aux infiltrations qui viennent du sol plutôt, qui viennent plutôt des façades et du terrain, en toiture avec l'humidité qui vient plutôt des conditions climatiques, mais également par la production qui sont liées à l'occupation et notamment à travers les repas, à travers le métabolisme et toutes les sortes d'activités qui peuvent produire l'humidité à l'intérieur de l'habitat. C'est pour ça que c'est une multitude de sources d'humidité. Elles peuvent être à l'origine de différents phénomènes si elles ne sont pas régulées correctement, et notamment du fait d'une performance de plus en plus importante des bâtiments, on va avoir cette gestion d'humidité qui se faisait naturellement quand il y avait beaucoup de transfert d'air avec l'extérieur. Elle devient des problématiques qu'il faut vraiment prendre en considération pour pas que cette humidité s'accumule dans les parois ou s'accumule dans l'intérieur du logement, qui peut provoquer des dégradations à la fois des performances thermiques et mécaniques du bâti, et une dégradation du confort et de la santé des occupants. Alors pour revenir un peu sur les chiffres qui ont été sondés en début de webinaire, on a tous les ans l'Observatoire de la qualité construction qui est publié par la QC et qui donne les chiffres globaux des désordres qui sont constatés sur l'enveloppe du bâtiment, sur le bâtiment de façon générale, pardon. Et on reconstate le chiffre qui a été évoqué en début de webinaire, qui sont les défauts d'étanchéité à l'eau, qui sont responsables de plus de 64% des désordres. C'est un volume qui est assez constant et qui augmente un petit peu sur les deux périodes qui sont exposées ici. Donc on comprend bien que ces problèmes d'humidité et des pathologies, c'est quelque chose qui est très prépondérant. Et du coup, c'est ce qui va motiver l'ensemble des travaux de recherche qui sont menés. Pour rentrer un peu plus en détail sur la manifestation de ces désordres, il y a quelques photos qui sont présentées pour illustrer différentes pathologies. Donc sur cette première photo, on constate des remontées capillaires, donc qui vont être de l'eau ascensionnelle qui va venir du sol, donc soit une source en profondeur, soit d'autres origines, mais qui vont ensuite remonter dans les murs et qui vont causer, là pour l'exemple de l'illustration, ça va être un décollement du revêtement extérieur. On va avoir là, sous cet autre exemple, des décollements de revêtements, soit en intérieur, en salle de bain, soit en extérieur, lorsqu'il y a une accumulation d'eau. Donc là, ça peut être de l'eau de pluie ou sinon de l'eau liée à l'utilisation de la douche avec des joints qui vont être défectueux, etc., qui vont provoquer ce décollement de revêtement. Sur cet autre exemple, on va constater la différence de capillarité qui va exister sur l'enduit, au droit des joints et et au droit des blocs de maçonnerie, et du coup ça va conduire à ce type de pathologies qui sont plutôt esthétiques, qui peuvent avoir des conséquences aussi esthétiques. Et enfin, le dernier exemple, c'est lié plutôt à une surproduction de l'humidité intérieure ou une mauvaise évacuation de l'humidité intérieure qui vont conduire à des condensations, ou avec des condensations au droit des ponts thermiques, des menuiseries, ou sinon en façade lorsque l'eau elle pénètre. Donc on va avoir ces phénomènes de développement de moisissure. Pour rentrer un petit peu plus en détail sur ce qui constitue les matériaux de l'enveloppe, on va s'intéresser plutôt à l'échelle matériaux. Donc il faut savoir que les matériaux du bâtiment sont tous poreux et qu'il existe une grande diversité de réseaux de pores.
Donc, comme illustration, on va avoir des images de différents matériaux au microscope. Ouais, voilà. Donc on va avoir des fibres de bois, du polystyrène, du bois, donc avec les directions de la laine de roche et du béton cellulaire. Donc on se rend compte avec ces images que ces réseaux de pores sont très variés, ils sont de différentes tailles. Et du coup, les phénomènes de transfert d'humidité qui vont avoir lieu dans ce réseau de pores, ils vont être souvent la superposition de différents phénomènes qui vont avoir lieu simultanément et qui vont être liés à la quantité plus ou moins importante d'humidité dans le matériau. Donc il va y avoir de la diffusion de vapeur qui correspond à la traversée du matériau par la vapeur, pas des molécules de vapeur. L'absorption moléculaire, ça va être plutôt quand les molécules elles vont venir être absorbées à la surface du réseau poreux. On va avoir la condensation capillaire, c'est quand il va y avoir suffisamment de molécules d'eau qui vont, qui vont passer de l'état du coup de vapeur à l'état liquide. Et quand il y a suffisamment de quantité d'eau, on va avoir des écoulements liquides, donc il va y avoir une continuité entre ces ponts capillaires créés par une quantité d'eau plus importante. Pour caractériser la façon dont le réseau poreux il va interagir avec ces molécules d'eau plus ou moins présentes, on va avoir différents paramètres qui vont caractériser. On va avoir l'isotherme de sorption qui correspond à la quantité d'eau que le matériau est capable d'absorber lorsqu'il est mis dans un environnement avec une certaine humidité. Donc pour différentes humidités relatives de l'environnement, on va regarder quelle quantité d'eau le matériau est capable d'absorber. On va avoir l'absorption liquide qui va plutôt caractériser la quantité d'eau liquide qui va pouvoir être absorbée par capillarité cette fois-ci, non pas par un environnement humide. Et on va avoir la résistance à la diffusion de vapeur, donc on va venir mesurer la vitesse à laquelle la vapeur va traverser le matériau en comparaison avec la vitesse à laquelle le matériau traverserait une épaisseur d'air équivalente. Donc ces paramètres qui sont des paramètres qui sont liés à l'humidité, ils vont aussi la quantité d'humidité va venir aussi influencer les paramètres thermiques tels que la conductivité thermique, etc. pour pouvoir être adaptés à la quantité d'eau. Donc ces paramètres vont aussi évoluer. Donc c'est ce qu'on appelle le couplage hygrothermique. Il faut savoir du coup que parmi ces matériaux qui sont tous poreux, et il existe un certain type de matériaux qui sont capables de stocker l'humidité provenant de l'air environnant. C'est ce qu'on appelle les matériaux hygroscopiques. Donc c'est des matériaux qui vont commencer à stocker l'humidité dès un environnement de, par exemple, 50% d'humidité relative, etc. Alors que les matériaux qui ne sont pas hygroscopiques, ils vont stocker l'humidité que lorsqu'elle est très très importante, qui va pouvoir pénétrer à l'intérieur du matériau. Donc c'est la distinction qu'on fait et c'est souvent le terme qu'on utilise pour caractériser les matériaux biosourcés par exemple qui sont hygroscopiques, en tout cas qui vont réagir beaucoup avec l'eau et qui vont être du coup l'objet d'études plus spécifiques. Alors du coup là j'ai essayé de résumer à peu près les questions qui sont liées à la recherche et sur lesquelles on travaille et qui sont très liées à la question de l'humidité. Donc déjà il y a la question du fait que l'étanchéité à l'air des bâtiments elle ne fait que s'améliorer et ça pousse d'autant plus le besoin de prendre en charge ces questions d'humidité, à la fois d'évacuer l'humidité qui est produite à l'intérieur et s'assurer que l'humidité à l'extérieur ne rentre pas parce qu'une fois qu'elle est rentrée, elle se retrouve bloquée du fait de cette étanchéité à l'air importante. On va avoir tous les enjeux qui sont liés à la rénovation du bâti ancien, donc soit par rapport à des matériaux qui sont anciens comme la pierre et la terre qui vont avoir un comportement à l'eau spécifique, plus difficile à caractériser parce qu'on n'est pas sur des matériaux qui sont industriels et qui donc font l'objet de recherches particulières, et ce bâti ancien qui va aussi être sujet de pathologies spécifiques, donc comme les remontées capillaires par exemple que j'évoquais en début, et le fait que c'est des parois qui ont besoin de rester perspirantes, et si on vient mettre des matériaux qui ne respirent pas, qui ne laissent pas passer la vapeur, on va les enfermer et du coup ça va les détériorer et ça peut avoir des conséquences désastreuses sur la structure et du coup sur la sécurité et non plus seulement sur le confort. Et enfin, il y a toutes les questions qui sont liées à la généralisation de l'utilisation des matériaux biosourcés, qui sont des matériaux hygroscopiques, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Donc on va avoir à la fois les ossatures bois et les isolants végétaux. Et ces questions vont se poser sur ces matériaux, sur des questions de durabilité et de risque de développement fongique notamment. Donc voilà pour un panel de problématiques qui sont liées à ces questions d'humidité et des matériaux d'enveloppe. Merci Lucille pour ces différentes explications. Je propose à François de prendre la main et d'aborder la garantie de la pérennité de l'enveloppe. Bonjour à toutes et à tous.
Moi, je suis François Monet, ingénieur associé et responsable du pôle enveloppe du bâtiment chez Wigwam. Alors, Wigwam est un bureau d'études qui travaille sur les sujets de décarbonation depuis 2007 maintenant. On est implanté à Nantes, prochainement sur Paris, et on travaille à différentes échelles, dont la physique de l'enveloppe, dont l'enveloppe du bâtiment et les matériaux qui la composent. Donc, on travaille sur ces sujets de physique de l'enveloppe sur différents thèmes, différentes thématiques. Lucie a bien exposé le fait qu'on croisait des sujets d'humidité, donc on travaille sur les transferts de masse, l'humidité, la vapeur d'eau, l'eau sous forme liquide, croisée au phénomène thermique, et puis tout ce que ça engendre derrière en termes de... Ah, excusez-moi, si tu peux revenir en arrière à vous, un peu d'avance. Je suis 2 slides précédemment, encore avant. Tac. Voilà, et donc les sujets d'étanchéité à l'air, de gestion hygrothermique et thermique, des sujets de physique du matériau, et tout ça lié à la question du carbone et à la question de la qualité de l'air, qui sont finalement les résultantes de la bonne gestion de l'enveloppe du bâtiment. Donc on travaille effectivement sur différents projets à l'échelle nationale, à la fois sur de la réhabilitation patrimoniale, de la réhabilitation, du neuf. On est très impliqué aujourd'hui dans les filières notamment bio et géosourcées, dans les filières bois. Voilà, et je vais y revenir après. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on répond aux différents enjeux qu'a exposé Lucie lors de sa présentation? On y répond de manière, on va dire, systémique, avec une méthodologie qui va de l'amont du projet via la recherche, déjà en amont fondamentale et puis auprès des différentes filières, jusqu'à l'exploitation des bâtiments et même lors des constructions, avec une intervention qui s'étale avec la phase de diagnostic du bâtiment existant, quand on est sur de la réhabilitation, la conception, le chantier et puis l'exploitation. Donc on va passer en revue ces différentes étapes pour voir comment à chaque étape finalement on adopte cette démarche qu'on pourrait apparenter à une démarche de commissionnement comme elle peut se faire sur les équipements techniques. Donc tout d'abord, on intervient sur la partie recherche fondamentale. Donc c'est des sujets, ça peut être en lien avec le CSTB, avec d'autres laboratoires de recherche, justement pour l'acquisition de connaissances des produits. On a de plus en plus de produits sur le marché, des produits que mentionnait Lucille également, biosourcés, bio-géosourcés qui se développent, avec la nécessité d'acquérir de la connaissance. On va aussi beaucoup travailler sur les outils et méthodologies de mesure et de caractérisation, à la fois des matériaux, mais également des flux qui vont se produire dans les parois des bâtiments et au sein des matériaux. Donc ça, c'est vraiment la partie fondamentale. Et puis après, on a une activité de recherche plutôt industrielle auprès des filières qu'on va accompagner donc en amont des projets pour le développement de leurs produits, de l'enveloppe du bâtiment. Donc ça va être des produits, on va parler de membranes, d'isolation, de structures, de matériaux de structure, d'enduits, etc. Là, vous avez deux illustrations. On travaille par exemple, on démarre un projet avec la filière paille pour le développement des techniques constructives paille à grande échelle. On a travaillé on travaille beaucoup notamment pour le développement d'avis techniques et d'ATEX auprès de ces industriels pour rendre les solutions d'enveloppe assurables. Et donc, nous, on va regarder toute la problématique hygrothermique qui se cache derrière ces produits via des sujets d'instrumentation, d'expérimentation, de simulation et de mise en pratique sur des cas à l'échelle réelle. Voilà, donc là, on est en amont des projets. Et puis après, on va rapidement arriver donc, sur des projets de construction, de réhabilitation. Et lorsqu'il s'agit de projets de réhabilitation, la première étape, qui est une étape essentielle, c'est de venir auditer le bâti existant avec des outils de diagnostic en amont de la programmation du bâtiment et des travaux de reprise. Voilà, donc on va utiliser tout un tas d'outils à notre disposition, d'hygromètres sous toutes leurs formes, résistifs, capacitifs, micro-ondes, etc. On va venir faire du sondage du bâti, du sondage destructif ou non destructif du bâti existant, pour à la fois retracer la composition du bâti, puisque la connaissance du bâti existant va être primordiale dans tout ce qu'on va pouvoir faire derrière comme simulation et comme étude de conception pour s'assurer de la pérennité de ce bâti.
Voilà. Et puis, on va également venir caractériser à cette étape de programmation l'état initial, donc c'est-à-dire est-ce qu'il y a des problèmes déjà de pathologie et quel est le niveau d'humidité dans les structures initiales. Ensuite, quand on arrive en conception, on va avoir une partie plutôt qualitative. Donc, on réalise par exemple beaucoup de revues de projet, d'audit d'enveloppe du bâtiment. Donc, c'est-à-dire qu'un projet se monte et puis, quel que soit le stade d'avancement, APS, APD, Pro, parfois en démarrage d'exé, on vient auditer le projet et s'assurer que finalement tout est bien pensé, suffisamment pensé pour tous les sujets de flux hygrothermique, d'étanchéité à l'air ou de thermique aux différentes interfaces et puis de manière systémique sur l'ensemble de l'enveloppe. Donc là, on va avoir une action plutôt qualitative. Et puis, on va pouvoir, dans certains cas, réaliser donc, ce qu'on appelle des études prédictives. Donc là, on va réaliser des études hygrothermiques dynamiques. Voilà. Dans le cadre, notamment, c'est souvent le cas dans le cadre de techniques non courantes, quand on sort du domaine des techniques traditionnelles couvertes par les DTU. Voilà. Et donc, on va réaliser ces études hygrothermiques dynamiques avec différents outils. Alors, évidemment, WUFI est le plus connu, on travaille avec d'autres outils. C'est vraiment notre cœur d'activité aujourd'hui. On réalise approximativement, oui, entre 150 et 300 études hygrothermiques chaque année, que ce soit des études en une dimension, c'est-à-dire au travers de la paroi courante, en deux dimensions, comme on le voit sur la slide actuellement, donc sur des points singuliers, des sujets qui posent question avec des ponts thermiques qui peuvent engendrer des pathologies sur des matériaux structurels, sur la pérennité d'une isolation, d'un matériau. Voilà, et puis donc on va venir regarder ce qui se passe dans le temps, comment évolue l'humidité dans ces structures, la teneur en eau des matériaux. Et on va regarder également, on va utiliser ces outils, notamment WUFI, on peut l'utiliser en 3D, donc à l'échelle du bâtiment, pour corréler les flux hygrothermiques dans l'enveloppe du bâtiment au climat dans le bâtiment. Voilà, ça se justifie parfois pour des bâtiments avec des niveaux d'humidité ou des niveaux de température particuliers. Je pense qu'on travaille beaucoup notamment pour l'échelle viticole, pour voilà, des sujets de conservation alimentaire, etc. Donc voilà, donc sur la partie conception, on va avoir toute cette partie revue de projet, études prédictives, et puis on va arriver sur la phase mise en œuvre, phase de chantier. Alors il faut savoir en termes d'enjeux que à peu près 45% de la sinistralité et des désordres liés à l'humidité arrivent pendant la phase chantier, donc c'est vraiment une phase qui est assez cruciale dans l'acte de construire. Et donc, on va venir apporter notre expertise sur également la façon de mettre en œuvre les produits. Voilà, donc on va venir réaliser des visites avec des outils qu'on a à disposition. Alors, on va utiliser des outils soit de mesure ponctuelle, donc ça veut dire que lors de notre visite, on va réaliser des audits, des relevés, des mesures. Ça peut être des mesures d'étanchéité à l'air, des mesures de thermographie infrarouge, comme on voit à l'écran. Ou alors, on va avoir, comme on le voit sur les photos de droite, à disposition, on a co-développé en fait un système d'instrumentation qui nous permet de venir mesurer en temps réel la teneur en eau des structures, des matériaux et de venir mesurer l'humidité relative et la température dans les enveloppes de bâtiments. Donc en phase chantier, c'est relativement important. Alors, on est beaucoup en lien avec les filières, avec la filière bois, notamment sur ces sujets-là. Pour venir relever l'humidité, la teneur en eau des structures bois pendant la phase chantier et s'assurer que ça n'engendrera pas de pathologie derrière pendant l'exploitation du bâtiment. Donc voilà, donc ça, ces enjeux-là, ils sont importants et donc on vient accompagner également les entreprises pendant cette phase-là pour mettre en place justement des plans d'assurance qualité qui vont permettre derrière d'assurer la gestion de l'humidité pendant la phase chantier de différentes manières, en préventif, en curatif, etc. Donc voilà, sur la phase chantier, et puis enfin, on va intervenir sur la phase d'exploitation et de maintenance du bâtiment. Encore une fois, à l'aide de différents systèmes d'instrumentation, de prestations, de visites sur site. Alors vous avez sur la photo de gauche, donc toujours notre système d'instrumentation qu'on commercialise. Qu'on voit ici en instrumentation des toitures terrasses, sachant que dans les chiffres de sinistralité, 17% des sinistres, donc des fameux 64% de sinistres et de désordres
liées à l'humidité ont lieu dans les toitures terrasses. Donc l'enjeu de ce type de composition de parois est quand même primordial. Et donc, on vient mailler en fait les toitures avec ces petits systèmes de capteurs et pour avoir de la remontée d'informations en temps réel pour faire du suivi avec du remontée d'alerte en cas d'entrée d'humidité dans les structures. Et puis, on le voit sur la photo de droite, on intervient également, malheureusement, souvent après coup, quand le désordre est apparu, donc en expertise assurantielle ou judiciaire, pour venir identifier les causes de pathologie, et puis imaginer des solutions de reprise lorsque c'est le cas, voilà, pour poursuivre l'exploitation du bâtiment. Donc voilà en gros comment on va intervenir tout au long de la chaîne de valeur d'une construction, d'une réhabilitation. Et vraiment notre enjeu c'est de répondre à des problématiques qui sont, on l'a vu, de sinistralité. Il faut savoir, et je vais terminer là-dessus, que ces problématiques de sinistralité, elles ont un impact économique qui est évidemment très important aujourd'hui dans la filière construction. On estime que c'est à peu près 10 à 15% du chiffre d'affaires global du secteur de la construction qui est lié à la réparation de la non-qualité. Donc, c'est des coûts économiques qui sont extrêmement importants. Et puis, voilà, pour faire un petit point avec le sujet carbone, rappeler que l'enveloppe est aussi très impliquée dans l'impact carbone global d'un bâtiment pendant son cycle de vie. Donc sa gestion et sa durabilité est évidemment au cœur des préoccupations qu'on se doit d'avoir aujourd'hui sur la décarbonation du parc de bâtiments. Et puis enfin, je terminerai par un dernier chiffre issu d'une étude qui a été menée par des compagnies d'assurance en Norvège sur l'impact carbone des désordres dans la construction. Aujourd'hui, on estime que de manière complètement moyennée sur l'ensemble du parc français, c'est à peu près entre 2 et 5% de l'impact carbone global d'un bâtiment qui est lié à la réparation des désordres, liés à l'humidité notamment, donc lié au fait d'assécher les structures, de ventiler, de chauffer, de déshumidifier, et puis le fait de changer les matériaux de manière prématurée. Voilà. Donc l'enjeu également carbone, il est loin d'être négligeable. Voilà, donc je voulais juste terminer là-dessus. Merci. Merci François pour ces explications. Alors, je vous invite maintenant à découvrir un petit peu les formations que l'on propose autour des sujets, des pathologies du bâtiment et de l'humidité qui ont des impacts assez forts, comme viennent de nous présenter Lucille et François. Donc, je vous ai mis un lien vers notre offre de formation en lien avec les préventions des pathologies des bâtiments, où vous retrouverez l'ensemble de notre offre sur le sujet. Je vous ai mis un lien également vers notre parcours premium pathologie du bâtiment, qui est une formation de 4 jours qui abordera les différentes pathologies, notamment celles qui sont liées à l'humidité. Et puis enfin, pour clôturer, la formation qui est animée à la fois par Wigwam et le CSTB sur l'humidité et les transferts hygrothermiques, avec une première journée sur les présentations des pathologies et puis une seconde journée destinée au logiciel Wi-Fi pour faire tout ce qui est simulation. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à consulter ces différentes pages pour retrouver l'ensemble de notre offre. Vous pouvez également, je vous invite également à consulter notre site et notre chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez pas mal de contenu vidéo, que ce soit sur le sujet de l'humidité, des pathologies, mais pas que. Donc vous retrouverez pas mal de contenu vidéo assez court et même des replays de nos précédents webinaires. Et je vous propose donc de passer aux questions-réponses. Alors, la première question que je souhaitais poser, on nous demande s'il existe une instrumentation pour évaluer l'hygrométrie des murs en béton de chanvre. Alors, peut-être que François, tu aurais la réponse. J'ai une partie de la réponse, puisque aujourd'hui, les systèmes d'instrumentation se cherchent encore, notamment sur la partie biosourcée. Pour les bétons de chanvre, c'est des sujets sur lesquels nous-mêmes, on est en train de chercher, d'avancer, voilà, en lien avec différents industriels, pour essayer justement d'avoir des systèmes d'instrumentation fiables
pour le béton de chanvre et notamment pour suivre toutes ces phases d'assèchement voilà, du béton pendant les premiers mois, premières années. Merci. Autre question, est-ce que les études hygrothermiques sont obligatoires sur des projets neufs? Alors, les études hygrothermiques ne sont pas obligatoires sur les projets neufs. Quand on est dans le cadre de techniques courantes, il n'y a pas nécessité. On va dire que la base, c'est que si on est dans le cadre de ces techniques traditionnelles et qu'on respecte les principes qui sont décrits du coup dans les études, dans les guidrages, il n'y a pas de raison qu'on aille vers des pathologies de l'enveloppe. Maintenant, c'est à partir du moment où on s'écarte de ces techniques-là, pour X ou Y raison, parce que soit on est sur des matériaux nouveaux, soit on est pour des raisons de coût, etc. On souhaite modifier les compositions par rapport à ce qui est décrit dans ces guides de construction. À ce moment-là, il n'y a pas d'obligation non plus, mais voilà, c'est un bénéfice, en tout cas pour l'assurabilité derrière du projet de construction. Alors après, voilà, nous on travaille beaucoup dans le cadre de dépôt d'avis techniques, d'ATEX, de KA, de KB, dans le cadre de projets spécifiques. Dans ces cadres de projets-là, lorsqu'on touche à l'enveloppe du bâtiment, oui, il y a souvent l'obligation, en tout cas c'est demandé par les GS, d'avoir recours à certaines études hygrothermiques pour venir conforter la composition des parois courantes et parfois même de certains points singuliers. Autre question, est-ce que Wigwam peut faire une étude de pathologie liée à l'humidité après la phase chantier en rénovation? Alors oui, ça nous arrive souvent de faire des études après coup, notamment c'est le cas quand on arrive sur des sujets de sinistralité. On le voyait tout à l'heure, quand on arrive en expertise assurantielle ou judiciaire, effectivement, on fait des études après coup pour essayer d'approcher par la simulation ce qu'il a pu se passer dans la vie du bâtiment et pour voir ce qui a pu se passer pendant les premières années de vie du bâtiment et voir comment on en a pu arriver à ces niveaux de pathologie. Et sinon, oui, tout à fait. Alors nous, les études qu'on fait de toute façon, on les fait souvent en conception pour prévoir l'exploitation. Donc ça veut dire que en fait, on modélise la paroi du bâtiment et après, on projette la migration de vapeur d'eau dans la paroi pendant 5 ans, enfin 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans si on veut, en se basant sur des fichiers météo voilà, soit des 10 dernières années, soit des fichiers météo en projection, des fichiers météo issus du GIEC sur les projections 2040-2050. Donc oui, c'est complètement faisable et ça nous arrive très régulièrement de le faire. Ok. Est-ce que les études hygrothermiques permettent d'aller au-delà d'un avis technique? Est-ce que les études d'hygrothermie permettent d'aller au-delà d'un avis technique? Dans quel sens? Ah oui, par exemple, ah oui, d'accord. Dans le sens, il y a un avis technique qui est donné avec une composition de parois, et si je comprends bien, c'est si je sors de cet avis technique parce que je choisis un autre type de matériau ou je dévie légèrement de la paroi qui est décrite dans l'avis technique, est-ce qu'à ce moment-là, l'étude hygrothermique peut garantir la pérennité dans ce cas-là? Oui, c'est souvent l'objet aussi, c'est-à-dire que voilà, je parlais des techniques courantes, des PLU, etc. Quand on sort de ces techniques-là ou d'une technique couverte par avis technique, on peut aussi faire une étude hygrothermique, on regarde ce que ça donne et à ce moment-là, on peut effectivement, en tout cas, évaluer et conforter le fait que ça fonctionne dans cette nouvelle configuration. C'est une possibilité. Ok. Ensuite, est-ce qu'il existe des études d'impact des solutions de traitement des remontées capillaires? Alors, je peux peut-être laisser Lucie répondre sur ce sujet-là, parce que je sais que c'est un sujet... Oui, c'est justement les remontées capillaires, c'est justement ce qui fait l'objet de l'interview qui a été publiée en même temps que ce webinaire, qui est sur la page là. Oui, il existe des systèmes anti-remontées capillaires qui sont plus ou moins performants et dont la fiabilité a été évaluée de façon plus ou moins... Les travaux sont plus ou moins poussés, on est plus ou moins confiant sur certaines solutions et moins sur d'autres, et c'est justement ce qui fait l'objet de travaux, justement pour essayer d'objectiver cette efficacité de
des dispositifs, mais effectivement sur le marché il en existe différentes sortes. Donc il existe les barrières d'étanchéité qu'on peut faire physiquement au moment de la construction, qui sont un peu plus compliquées en rénovation. Et il existe des phénomènes qui vont venir assécher le mur via des perforations, ou des systèmes qui sont plus des systèmes qui vont venir être ajoutés sans détérioration du mur, et sur lesquels il faut des travaux supplémentaires pour vraiment objectiver leur fiabilité sur l'atténuation du phénomène de remontée capillaire, parce qu'ils vont venir intervenir avec différents facteurs, que ce soit le facteur de type de paroi, de type d'environnement plus ou moins proche, qui vont entrer en jeu, et du coup c'est ce côté multifactoriel qui demande encore à être caractérisé de façon plus précise. Ok. Est-ce que le diagnostic de l'enveloppe est suffisant pour diagnostiquer les problèmes d'humidité du bâtiment? Alors, en général, on fait un diagnostic de l'enveloppe. La question est tout à fait pertinente. En général, on couple ça avec un diagnostic, alors quand le bâtiment est en usage, des systèmes de ventilation et de l'étanchéité à l'air globalement de l'enveloppe du bâtiment, pour s'assurer que si on a un système de ventilation qu'il fonctionne bien, puisque on l'a vu dans la première partie de présentation de Lucille, une grosse partie de l'humidité qui arrive et qui transite dans l'enveloppe est liée à ce qui est produit dans l'air intérieur, dans l'ambiance intérieure. Et donc, dans ce qui est produit dans l'ambiance intérieure, on va dire qu'une grande part est évacuée de manière naturelle, ou en tout cas mécanique, par la ventilation. Et puis, ce qui n'est pas évacué par la ventilation est évacué au travers de l'enveloppe, en tout cas cherche à sortir par l'enveloppe du bâtiment. Donc le rôle de la ventilation est évidemment primordial, et donc on va également venir nous auditer la ventilation, savoir les débits de ventilation, s'ils sont corrects, si le système au global est conforme à ce qui est décrit dans les études, etc. Voilà. Autre question, quels seraient les conseils essentiels et bons réflexes à avoir lors d'une intervention de rénovation énergétique sur un bâti ancien sans pathologie apparente? Je peux répondre, Lucie, je ne sais pas si tu veux répondre, mais justement, la clé, ça vient vraiment du diagnostic, justement. Parce que sans pathologie apparente, ça veut dire qu'il y en a peut-être pas a priori, mais qu'il faut vraiment bien faire un diagnostic profond pour s'assurer qu'il n'y en ait pas, parce que justement, si on vient intervenir alors qu'il y avait des pathologies qui étaient sous-jacentes, ou en tout cas dont les conséquences n'étaient pas encore très visibles, une mauvaise rénovation, ça va avoir des conséquences qui vont aggraver cette pathologie de façon cachée. Et du coup, c'est bien sur l'aspect diagnostique que cette intervention est très importante. Et le sans pathologie apparente, effectivement, c'est important de se dire que parfois, comme disait Lucille, les pathologies ne sont pas apparentes, et notamment, à titre d'exemple, on a beaucoup, nous, de cas où pendant des années, on a cherché justement à se couper de ces remontées capillaires en venant mettre des enduits très étanches de part et d'autre d'une paroi pour remonter jusqu'à 1,50 m. Donc on lui dit, bah oui, on s'aperçoit qu'on n'a pas de problème d'humidité sur nos revêtements, sauf qu'en fait, quand on vient gratter ces enduits-là, on s'aperçoit que au cœur de la paroi existante, qui peut être en moellon notamment, on a des pathologies, notamment le mortier est imbibé d'humidité, et c'est des pathologies qui sont pas forcément visibles, mais qui peuvent être très lourdes de conséquences sur la tenue structurelle du bâtiment. Voilà. Donc après, les grands principes, oui, c'est plutôt avoir tendance à laisser s'échapper l'humidité et la laisser librement circuler dans le complexe de murs. Voilà, donc après, effectivement, il existe tout un tas de solutions pour permettre de gérer cela. Ok. Autre question, est-ce que selon vous, l'isolation thermique par l'extérieur en rénovation, couplée à une bonne ventilation, est une solution efficace en matière de protection de l'enveloppe contre l'humidité? C'est une solution qui fonctionne bien, qui peut bien fonctionner. Encore une fois, vigilance à ce qu'on va mettre comme parement et comme revêtement côté intérieur et côté extérieur, de manière à ne pas renfermer cette humidité au sein du complexe. Mais oui, ça peut être tout à fait une bonne solution dans le cadre de rénovation. Voilà. Et après, vigilance sur le type d'isolant aussi qu'on va mettre en œuvre. Évidemment, il faut être particulièrement vigilant avec des isolants qui sont plutôt fermés à la diffusion de vapeur d'eau, mais le fait de venir de toute façon
enrober, on va dire, la structure de manière thermique, de la placer côté chaud d'une enveloppe thermique, c'est plutôt pertinent dans le cadre d'une rénovation. Très bien. J'ai encore quelques questions. Dans le cas d'une rénovation où l'on viendrait ajouter de l'isolation thermique par l'intérieur, est-ce qu'il existe un risque de transfert d'humidité dans le cas d'un plancher bois? Alors, dans le cas d'un plancher bois, alors oui, enfin, de toute façon, quand on vient isoler par l'intérieur, il y a de toute façon des transferts d'humidité qui se font dans tous les cas, qu'on vient isoler par l'intérieur ou par l'extérieur. Ensuite, le cas du plancher bois, ce que je pense être derrière la question, c'est est-ce que quand on a un plancher bois avec des éléments qui sont en contact avec la maçonnerie ou avec le mur existant, est-ce que le fait de venir isoler par l'intérieur, on augmente ou on intensifie les pathologies? Ça peut être le cas, donc il faut être vigilant. Il y a des bonnes pratiques à avoir quand on a ce genre de cas, et notamment quand les planchers bois et quand les solivages sont encastrés dans les murs, en venant couper les flux d'air autour de ce solivage, en venant absolument s'assurer que côté extérieur, on n'a pas de pénétration d'humidité par capillarité, notamment au niveau des joints, au niveau des parements, etc., pour s'assurer que les abouts de poutres qui sont présents en contact avec la maçonnerie ou dans la maçonnerie ne vont pas être soumis à des flux d'humidité trop importants. Voilà. Il me reste encore 2-3 questions. Quelles sont les conséquences du transfert d'humidité sur la température de confort? Je sais pas, Lucie, est-ce que tu veux répondre sur ce sujet? C'est peut-être surtout les transferts d'humidité, ils vont conduire à une augmentation, une diminution de l'humidité de la pièce, mais du coup, c'est plus au niveau de l'humidité de l'ambiance qui va avoir une conséquence sur le confort. Alors, enfin là, ce sera la dernière question que je vous poserai. Est-ce que les stratégies passives, tout ce qui est autour de la conception bioclimatique, améliorent le confort hygrothermique dans un bâtiment en terre? Oui, alors de toute façon, oui, complètement. Enfin, la gestion bioclimatique du climat, de l'enveloppe et donc du climat va être primordiale dans la conception d'un bâtiment. Et c'est sûr que c'est une façon, on va dire, la moins coûteuse possible de s'assurer d'éviter les surchauffes, de s'assurer voilà, d'avoir une ambiance régulée, une ambiance la plus confortable possible. Température et humidité sont intimement liées, donc effectivement, le fait de bien gérer la température va permettre de bien gérer l'humidité au sein de l'ambiance. Et puis après, effectivement, le comportement des parois selon leur exposition, selon le nombre de mètres carrés qui vont être en interaction avec l'ambiance intérieure va avoir forcément un impact sur le confort et donc sur le climat. Voilà. Donc, oui. Parfait. Bah, écoutez, on a énormément de questions et je pense qu'on pourrait continuer longtemps sur ce sujet. Je vous propose de clôturer le webinaire. Merci François, merci Lucille pour toutes ces explications. Merci à tous. Et, pour vous tous, je vous invite à suivre nos actualités car le prochain webinaire traitera de la base de données nationale des bâtiments, plus communément appelée la BDNB. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire qui se déroulera fin avril. Bonne journée à tous et à très bientôt.